Bonjour mes chers amis, je suis Marguerite, mais vous pouvez m'appeler Mamie Maggie. J'ai plus de 80 ans, mais certains souvenirs restent aussi vifs qu'autrefois. En ce bel après-midi d'été de 1958, j'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que j'ai à vous raconter n'est pas seulement un secret de famille, c'est un avertissement. Mais avant de commencer, dites-moi d'où vous me regardez, j'adore le savoir. Et si vous le pouvez, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Maintenant, installez-vous confortablement car c'est l'une de ces histoires difficiles à croire. Quand j'ai épousé Charles en 1956, j'étais une jeune femme naïve de 20 ans, fraîchement sortie du domicile parental, avec des étoiles plein les yeux devant la promesse d'un avenir heureux. Charles était un homme réservé, presque 10 ans plus âgé que moi, mais son air sérieux me rassurait. Après le mariage, il a acheté cette maison sur la rue des Magnolias, une vieille bâtisse en briques rouges avec de grandes fenêtres, un jardin spacieux et un sous-sol qui, curieusement, restait toujours verrouillé. Au début, je pensais que c'était dans ma tête. Charles disait que le sous-sol contenait des outils dangereux et qu'un accident pouvait arriver si je m'en approchais. Et moi, naïve comme j'étais, j'ai accepté cette explication, mais il n'a pas fallu longtemps pour que de petits signes commencent à apparaître. Parfois la nuit, je jurais entendre des bruits sourds comme des gémissements faibles suivis de pas légers. Charles disait que ce n'était que le vent, mais certaines nuits, j'avais du mal à fermer l'œil, le cœur battant à chaque craquement du plancher. À cette époque, une bonne épouse devait faire confiance à son mari sans poser de questions. Alors, j'ai refoulé mes soupçons, me convainquant que j'étais simplement impressionnée par les histoires que racontaient les voisines. Je ne savais pas que le secret de ce sous-sol était bien plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Vous seriez aussi méfiant, n'est-ce pas? Épouser Charles semblait être un rêve devenu réalité. Il était grand, avec de beaux cheveux bruns coiffés et des yeux profonds, toujours vêtu de costumes impeccables, comme les acteurs des films que l'on passait le dimanche au cinéma de la ville. Nous nous sommes rencontrés en 1955 lors d'un pique-nique organisé par l'église locale. Moi, avec ma robe bleue à pois et mon chapeau à large bord, j'étais plus préoccupée par l'équilibre de la barrière à limonade que par les conversations avec les garçons. Mais Charles était différent. Ses manières courtoises et ses paroles toujours mesurées m'ont conquise avec une facilité déconcertante. Un an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans la même église où nous nous étions rencontrés. Des fleurs blanches ornaient les bancs et ma mère pleurait doucement, agrippée à une dentelle ayant appartenu à ma grand-mère. Après la fête, nous avons emménagé dans la maison de la rue Magnolia et c'est là que la vie parfaite que j'imaginais a commencé à montrer ses premières fissures. Pendant les premiers mois, tout semblait normal. Charlie partait tôt pour son travail à la banque et rentrait toujours à la même heure, arborant un sourire fatigué et un bouquet de fleurs pour sa femme. Les voisines me disaient combien j'avais de la chance d'avoir un mari si dévoué, et je voulais les croire. Mais il y avait des choses qui ne collaient pas. Charles ne parlait jamais de sa famille. Aux rares fois où j'évoquais sa mère, il esquivait ma question avec une excuse rapide, changeant aussitôt de sujet. C'était comme s'il était apparu de nulle part, sans passer. De plus, son expression se durcissait chaque fois que je mentionnais le sous-sol. Il serrait légèrement les lèvres, ses yeux s'assombrissant l'espace d'un instant avant de m'assurer calmement que je n'avais pas à m'inquiéter. Une nuit, je me suis réveillée en entendant un bruit venant de l'étage inférieur. J'ai regardé à côté de moi, mais Charles n'était pas là. Mon cœur s'est emballé. Je me suis levée lentement, mes pieds nus effleurant à peine le sol froid. Arrivée à la porte de la cuisine, j'ai aperçu une faible lumière filtrée du couloir menant au sous-sol. Je suis restée figée, à l'écoute de murmures étouffés. Puis, comme s'il avait senti ma présence, la lumière s'est éteinte. Charles est apparu dans l'obscurité, prétendant être allé vérifier une fenêtre mal fermée. Je savais que c'était un mensonge, mais j'ai souri, accepté ses paroles et suis retournée dans le lit. Avec une douleur au cœur, les semaines passaient et j'essayais d'ignorer tous ces signes.
Je me disais que ce n'était que des insécurités d'une jeune femme inexpérimentée, mais au fond de moi, une part savait déjà qu'il se passait quelque chose de très mauvais dans cette maison. Auriez-vous le courage de demander la vérité? La porte du sous-sol restait toujours verrouillée, peu importe le jour, l'heure, ou mes tentatives discrètes pour l'ouvrir lorsque Charles était absent. La poignée, froide au toucher, ne cédait pas d'un millimètre et je n'avais jamais vu la clé. Au départ, l'explication de Charles semblait suffisante. Il disait qu'il y gardait des outils lourds, des clous rouillés, des choses qui pourraient se causer un accident si je les touchais sans savoir. Et moi, en bonne épouse, j'avais accepté cette justification. Mais il était difficile d'ignorer le frisson qui me parcourait chaque fois que je passais devant cette porte. Quelque chose n'allait pas, semblait déplacé. Parfois, en nettoyant la maison, je me surprenais à regarder le couloir menant au sous-sol, mordillant ma lèvre avec le doute qui rongeait mon esprit. Les après-midi étaient longues et silencieuses dans cette maison, trop grande pour nous deux. Je rangeais les meubles, lavais les rideaux, préparais des gâteaux qui refroidissaient sur le plan de travail en attendant le retour de Charles du travail, et entre une tâche et l'autre, la porte verrouillée semblait me défier du regard. Un jour, en rangeant le bureau de Charles, une pièce où je n'entrais que rarement à sa demande, je tombais sur un tiroir entrouvert. À l'intérieur, parmi des papiers jaunis et des carnets de notes, je vis un trousseau de clés. Mes mains tremblaient en prenant la plus grosse, en métal lourd et usé. Elle était différente de toutes les autres clés de la maison. Ma première réaction fut de la glisser précipitamment dans la poche de mon tablier. Le cœur battant à tout rompre, je retournai dans la cuisine en essayant de paraître naturel, mais mes doigts picotaient, partagés entre la tentation d'essayer d'ouvrir la porte et la peur de découvrir quelque chose que je ne voulais pas savoir. Quand la nuit tomba, Charles remarqua que ses yeux s'étaient attardés un peu trop longtemps sur le tiroir ouvert. Le sourire qu'il me fit semblait crispé, comme s'il cachait un secret. « Tu es allé dans mon bureau ?» demanda-t-il d'un ton décontracté tout en découpant la viande au dîner. Je répondis que oui, que je faisais juste le ménage, mais mes mains étaient moites sur la table. Il ne dit rien de plus, hocha simplement la tête, ses yeux fixant les miens un peu trop intensément. Cette nuit-là, quand il s'endormit, je me levai lentement, la clé toujours dans ma poche, et marchai pieds nus dans le couloir sombre. En m'arrêtant devant la porte du sous-sol, je fermai les yeux un instant avant d'insérer la clé dans la serrure. Elle tourna avec un léger déclic. La poignée froide céda sous mes doigts et, avant que je puisse hésiter, je l'ouvris d'un coup. Mais ce que je trouvais là en bas n'était pas ce que j'imaginais, c'était bien pire. Le couloir était plongé dans une obscurité silencieuse, mais la porte du sous-sol, maintenant entr'ouverte, semblait être une invitation à laquelle je ne pouvais pas résister. L'air qui s'en échappait était froid et lourd, chargé d'une odeur étrange, quelque part entre la moisissure et le fer. Mes mains tremblaient tellement que je dus m'agripper fermement à la rampe en bois pour descendre la première marche. Les planches craquaient sous mes pas et je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. La faible lumière de l'ampoule suspendue au plafond n'éclairait qu'une partie de l'escalier, laissant le reste dans une obscurité profonde. Je pris une grande inspiration, tentant de calmer la panique qui montait. Ce n'était qu'un sous-sol, peut-être des vieilles caisses, des outils, des choses comme ça. C'est ce que je voulais croire. Avant même d'atteindre le sol en béton, j'entendis un bêlement, presque un murmure, comme si des mots s'y cachaient. L'air devint lourd, comme si toute la maison retenait son souffle avec moi. L'ampoule oscillait légèrement, projetant des ombres dansantes sur les murs en briques. Puis j'aperçus de l'autre côté du sous-sol, derrière un vieux drap, une sorte de structure métallique, quelque chose que je ne parvenais pas à identifier. Immédiatement, je m'approchai lentement, pieds nus, sentant le sol froid sous mes pieds, et tirai d'un coup tremblant le tissu. C'était une petite cage étroite avec des barres épaisses tachées de quelque chose de sombre. À l'intérieur, des papiers froissés, des morceaux de tissu et, pire encore, des marques de griffes sur les parois métalliques. Mes mains se portèrent instinctivement à ma bouche, tentant d'étouffer le cri qui menaçait de s'échapper. Le murmure revint, maintenant plus clair,
venant d'un point sombre plus loin, un murmure intermittent, comme si quelqu'un parlait sans pouvoir ouvrir les lèvres. Je tenais la vieille lampe torche accrochée au mur, mes doigts glissant sous la sueur. La faible lumière balaya le sous-sol, révélant plus de caisses, des étagères couvertes de poussière et une petite porte presque dissimulée derrière des sacs de pommes de terre. Je déglutis avec difficulté, m'obligeant à faire un pas de plus. La porte grinça lorsque je la poussai, découvrant un minuscule cubicule aussi sombre que la nuit. L'odeur de fer s'intensifia, presque métallique, brûlant mes narines. Puis j'entendis un gémissement faible, comme si chaque mot demandait un effort immense. « Aide-moi !» Mon corps se figea. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas arriver. Mais avant que je ne puisse réagir, des pas lourds résonnèrent au-dessus. La porte du sous-sol s'est refermée brusquement, étouffant tout bruit, et là, dans l'obscurité totale, j'ai compris que j'étais piégée. Maintenant, avec du recul, je me demande si je n'aurais pas dû ignorer tout cela dès le départ. Parfois, c'est la peur de l'inconnu qui sauve une vie. Après cette nuit dans le sous-sol, mes journées se sont enchaînées dans un silence pesant. Charles faisait comme si de rien n'était. Chaque matin, il s'asseyait à la table, le journal ouvert devant lui, une tasse de café fumante à la main, et parlait de choses banales comme la météo ou les prix au marché, mais ses yeux évitaient toujours les miens. J'essayais de suivre la routine, faisant semblant de ne pas ressentir ses regards furtifs chaque fois que je passais dans le couloir. La clé du sous-sol avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Parler de ça semblait risqué. Alors, je gardais mes questions pour moi, ruminant pendant les longues après-midi vides, mais la maison de la rue Magnolia semblait s'alimenter de secrets et la visite inattendue, un mercredi gris, en était la preuve. J'épluchais des pommes de terre pour le dîner quand la sonnette a retenti. Je me souviens avoir essuyé mes mains sur mon tablier, cherchant à ignorer le malaise qui montait dans mon ventre. En ouvrant la porte, je suis tombée sur deux hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Tous deux portaient des manteaux sombres légèrement trempés par la bruine et des chapeaux en feutre. Le plus âgé avait des rides marquées autour des yeux, tandis que l'autre, plus jeune, tenait une mallette en cuir sous le bras. « Bonjour, madame. Charles est-il là? » demanda le plus vieux, d'une voix rauque avec un accent que je n'identifiais pas. « Il est au travail, » répondis-je en laissant la porte entr'ouverte. « Puis-je vous être utile? » Ils échangèrent un regard rapide avant que le plus âgé ne s'éclaircisse la voix. « Nous sommes ses frères. Vous pouvez lui dire que nous sommes passés. » Ce mot résonnait lourdement dans l'air. Des frères? Pendant toutes ces années de mariage, Charles n'avait jamais parlé d'aucun parent, encore moins de frères. Ma bouche s'ouvrit pour poser des questions, mais le plus jeune m'interrompit en tendant une carte avec une adresse manuscrite. « Dites-lui de nous contacter, c'est urgent. » Puis, avant que je puisse poser d'autres questions, ils s'éloignèrent sur le trottoir, leurs pas résonnant sur le ciment humide. Je restais là, sur le seuil, serrant la carte entre mes doigts, le cœur battant à tout rompre. Quand Charles est arrivé ce soir-là, ses lèvres étaient pincées sous son manteau, ses yeux scrutant le sol avant de croiser les miens. Je ne l'ai pas attendu pour m'installer. « Tes frères étaient là », lançai-je soudain, tendant le carton. Son visage perdit toute couleur d'une façon que je n'avais jamais vue. Il prit le papier avec des mains raides, les doigts tremblants. Pendant un instant, je crus qu'il allait tout nier, mais au lieu de cela, il inspira profondément et détourna le regard. « Il n'aurait pas dû venir » murmura-t-il comme pour lui-même. La question s'échappa avant que je puisse me retenir. « Charles, as-tu des frères ?» Il me regarda enfin, les yeux sombres, et répondit d'une froideur qui me glaça le sang. « J'en ai, mais tu ferais mieux de ne pas le savoir. » Cette nuit-là, il ne dormit pas dans le lit. Il resta enfermé dans le bureau jusqu'à l'aube. Alors que je tournais dans les draps, incapable de chasser la sensation que la vérité allait éclater, le silence dans la maison devenait insupportable. Chaque craquement du bois, chaque bruissement des rideaux semblait dissimuler un secret. Charlie partait avant l'aube et revenait tard, avec un visage de plus en plus marqué par la fatigue chaque jour. Les cernes sous ses yeux trahissaient
des nuits sans sommeil, mais il refusait de parler de quoi que ce soit d'autre que du travail. Les clés du sous-sol, auparavant dans le bureau, avaient disparu. Je fouillais en silence parmi les papiers et les tiroirs, mais impossible de me défaire de la sensation d'être observé. C'était comme si les murs avaient des yeux attentifs à chacun de mes mouvements. Puis, un jeudi pluvieux, tout changea. J'étais en train de changer les draps du lit quand quelque chose tomba de la poche intérieure du manteau de Charles jeté négligemment sur une chaise, une petite clé en argent usée. Mon cœur s'emballa. Je regardai vers la porte pour m'assurer d'être seule, puis la pris avec des doigts tremblants. Quelques minutes plus tard, je me retrouvais à nouveau devant la porte du sous-sol. L'air était plus frais, presque mordant. La clé glissa dans la serrure avec un léger clic et la poignée céda dans un grincement sourd. Les escaliers descendaient en spirale engloutis par l'obscurité, mais cette fois, je n'hésitais pas. Chaque marche grinçait sous mes pieds nus. La lampe suspendue au plafond éclairait à peine les coins, laissant d'épaisses ombres s'étendre le long des murs. Je respirais profondément et avançais, laissant la lumière tamisée guider mes pas jusqu'au fond. Alors j'ai vu suspendus à des cintres rouillés, des vêtements de femmes, de simples robes fleuries, recouvertes de poussière et quelque chose de plus sombre à côté. Une étagère présentait des flacons en verre contenant des liquides inconnus, des étiquettes fanées, marquées de dates anciennes. Mais ce n'était pas le pire, non. Le pire se trouvait sur le sol au milieu de vieux journaux empilés de photographies jaunies par le temps aux bords usés, montrant des femmes que je n'avais jamais vues, des femmes souriantes, posant devant des jardins, tenant des fleurs. Au dos de chacune, une écriture délicate annotait des noms et des dates, et parmi elles, une photo mise en avant, sans cadre, semblait plus récente. La femme sur l'image portait une robe bleu clair, les cheveux relevés en un chignon délicat. Son sourire timide me semblait trop familier. J'ai senti mon sang se glacer en retournant la photo et en lisant la date écrite au crayon, janvier 1956. C'était le mois où Charles et moi nous étions mariés. Un bruit venant de derrière m'a fait sursauter. Le cri est resté coincé dans ma gorge lorsque je me suis retournée brusquement et ai trouvé Charles au bas des escaliers, la silhouette droite, découpée contre la faible lumière. Ses yeux paraissaient plus sombres, fixés sur la photo que je tenais. Il a soupiré longuement, fatigué, passant une main dans ses cheveux comme s'il cherchait du temps. « Tu ne devrais pas être ici, Mag. » Sa voix était basse, glaciale, presque un murmure. J'ai reculé instinctivement, trébuchant sur une boîte en bois. L'odeur de poussière et de fer se faisait plus forte, engourdissant mes sens. « Que signifie cela, Charles? Qui sont ces femmes? » Ma voix tremblait, presque un murmure, mais il a simplement fermé la porte derrière lui, le bruit résonnant comme un coup de feu. « On va parler là-haut. » Ces mots étaient à plus un ordre qu'une invitation, laissant entendre clairement que fuir n'était pas une option. Mes mains tremblaient tellement que la photo a glissé à terre, tombant à ses pieds. Et à ce moment-là, j'étais certaine que rien dans cette maison n'était comme je l'avais imaginé. Charles est resté silencieux jusqu'à ce que nous atteignions le salon. Il a allumé la lampe près du canapé, créant des cercles de lumière douce qui semblaient amplifier le silence ambiant. Je me suis assise dans le fauteuil le plus proche, les mains serrées sur mes genoux, pour dissimuler le tremblement que je ne maîtrisais pas. La photo brûlait encore ma mémoire. La femme en robe bleue, si semblable à moi, et ces dates, ces maudites dates. Charles s'est arrêté devant la fenêtre, son dos large bloquant la faible lumière venant de l'extérieur. Le manteau sombre semblait être une extension de son ombre, lourde et menaçante. Il se frotta le visage avec une lenteur empreinte de fatigue, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Tu n'aurais pas dû aller dans le sous-sol. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. » Sa voix était basse, presque un murmure exténué. « Ça n'aurait pas dû se dérouler ainsi. » Ma propre voix monta, les yeux en feu. « Charles, ce sont qui ces femmes et pourquoi y a-t-il une photo de moi là-bas? » Il tourna lentement ses yeux vers moi, avec une froideur qui fit frissonner ma colonne vertébrale. « Ce n'est pas ce que tu crois. J'essayais de te protéger, de nous protéger tous les deux.
Ces mots me firent rire, un son aigu et presque hystérique qui résonna dans la pièce vide. Protégé, tu as idée à quel point cette excuse sonne comme une folie? Charles des robes rangées, des photos, un sous-sol verrouillé. Tu veux me faire croire que c'est pour me protéger? Les mots s'échappaient précipitamment, pleins d'un désespoir croissant. Il soupira de nouveau, affichant cette fatigue profonde. Ses yeux s'assombrirent encore, le bleu presque disparut dans l'ombre. Ce sont des histoires du passé, rien de plus, des femmes que j'ai connues avant toi. Sa réponse aurait dû apaiser quelque chose en moi, mais elle ne fit qu'accentuer le froid. Pendant une seconde, je restais silencieuse, tentant de digérer cela. Alors, pourquoi garder les photos? Les robes? Insistai-je, la voix tremblante. Charles détourna le regard, ses doigts tambourinant sur le bras du canapé, comme s'il cherchait une logique qu'il ne trouvait pas lui-même. Pourquoi? Il hésita, et ce silence sembla durer une éternité. Parce que je n'ai pas réussi à m'en débarrasser, c'était une erreur. Je le sais, mais tu ne comprendrais pas. Essaie. Le mot sortit presque en saccade, chargé d'un ressentiment dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Fais-moi comprendre, Charles. Mais il se frotta à nouveau le visage, détournant les yeux vers la cuisine, sans rien ajouter. La porte se referma doucement, me laissant seule dans la pièce, les yeux brûlants de larmes que je refusais de laisser couler. L'horloge murale rythmait le tic-tac des secondes avec des sons trop forts, tandis que l'obscurité extérieure s'enroulait autour de la maison. Je restais là me tenant moi-même, cherchant un sens aux réponses creuses de Charles, tandis que la sensation de vivre un mensonge m'étreignait la poitrine. Après tout, que cachait-il encore? Jusqu'où allaient les mensonges de cet homme que j'appelais mon mari? Cette nuit s'est étirée comme un cauchemar sans fin. Après que Charlie s'est enfermé dans le bureau, le silence a envahi la maison. Je déambulais dans les couloirs sombres, la douce lumière des lampes projetant de longues ombres sur les murs. Chaque pas semblait résonner trop fort, comme si la maison était vide depuis des années. Je n'ai pas réussi à dormir. L'oreiller semblait fait de pierre et le lit trop froid. Les images du sous-sol tourbillonnaient dans ma tête. Les robes suspendues, les photos jaunies, la cage rouillée et la pire de toutes, la photo de la femme en robe bleue avec une date correspondant à celle de mon mariage. Plus j'y pensais, plus la peur grandissait, serrant ma poitrine au point de presque m'étouffer. Au petit matin, je suis descendue dans la cuisine, espérant trouver un peu de réconfort dans une tasse de thé bien chaud. Mes mains tremblaient encore en allumant le feu, le sifflement de la bouilloire ressemblait à un cri étouffé. J'étais tellement distraite que je n'ai pas remarqué la présence de Charles avant de le voir se refléter dans la vitre de la fenêtre, debout dans l'embrasure de la porte comme une ombre sombre. Je n'ai pas pu dormir. Sa voix était basse, rauque, mais ses yeux semblaient être deux fentes noires. Sous la faible lumière, je ne répondis pas, me contentant de remuer le thé avec la cuillère, le bruit métallique emplissant le silence pesant. Charlie soupira, passant la main dans ses cheveux. « Magouillis, écoute-moi, j'essayais juste d'éviter que tu... » Il hésita, cherchant des mots qui semblaient lui échapper. « Que tu en saches trop. Certaines choses sont mieux oubliées. Oubliées. » Je lâchai la cuillère plus fort que prévu, le bruit sec résonnant dans la cuisine. « Nous sommes mariés depuis 6 ans, Charles. Comment veux-tu que j'oublie? » Il détourna le regard, serrant le bord de la table jusqu'à ce que les articulations de ses doigts blanchissent. « Pourquoi ce n'est sûr ni pour toi, ni pour moi? » Les mots sortaient entre ses dents, chargés d'une tension presque palpable. La peur se mêlait à la colère, me nouant l'estomac. « Sûr de qui, Charles? Des frères qui sont apparus sans prévenir ou des femmes du sous-sol? » Le ton acide de ma voix le fit relever les yeux. Soudain, les muscles de sa mâchoire se contractèrent. Il semblait lutter contre quelque chose en lui, les épaules affaissées sous le poids invisible des secrets qu'il portait. Et alors, presque dans un murmure, il a dit « Ce ne sont pas mes frères ni ces femmes. » Sa voix s'est brisée et il a passé sa main sur son visage fatigué.
Ces femmes ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. L'air sembla se retirer de mes poumons. Les mots restèrent coincés dans ma gorge tandis que les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, marquant chaque seconde de ce silence pesant. « Qu'as-tu fait, Charles ?» Ma voix était si basse que j'aurais presque cru ne pas avoir parlé, mais il ne répondit pas. Il se contenta de se retourner, me laissant seule avec une théière froide et un vide si profond qu'il semblait impossible à combler. J'ai passé le reste de la nuit dans le fauteuil du salon, regardant les ombres s'allonger et la lumière du matin glisser à travers les rideaux. Et, pour la première fois, j'avais peur de l'aube. L'aube est arrivée pâle et froide, enveloppant la maison d'un silence encore plus lourd. Charles n'était pas dans le lit quand je me suis réveillée, ni nulle part ailleurs dans la maison. Son absence pesait plus que sa présence, laissant chaque pièce vide, sans âme. Les journaux continuaient à s'empiler sur le porche et la clé de la voiture était toujours accrochée. C'était comme s'il s'était volatilisé. J'ai pensé à appeler la police, mais ces mots résonnaient encore dans ma tête. Ce n'est pas sûr, ni pour toi, ni pour moi. Quoi que cela signifie, je savais que je ne pouvais plus faire confiance à personne. J'ai passé des heures à essayer de trouver une explication, fouillant à nouveau le bureau, feuilletant des carnets, des lettres anciennes, à la recherche du moindre indice. Puis, entre 2 pages d'un livre poussiéreux, j'ai trouvé une enveloppe jaunie, sans destinataire, juste une date, février 1955, 1 an avant que je ne connaisse Charles. Mes mains tremblantes ont déchiré le sceau avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille de papier, écrite à la main dans l'écriture soignée et familière de Charles. Les premières lignes firent geler mon cœur. Si tu lis ceci, c'est que la vérité ne peut plus être cachée. J'ai essayé de te protéger, Maggie, mais certaines choses ne peuvent pas rester enterrées à jamais. J'ai continué à lire, le sang battant dans mes tempes, chaque phrase résonnant comme un coup dur. La lettre parlait de vieilles dettes, de promesses trahies et d'une famille brisée. Charles avouait s'être mêlé à quelque chose de sombre, une sorte de société qui contrôlait bien plus que de simples affaires locales. Il manipulait argent, pouvoir et individus. Mais le pire est arrivé à la fin. Les femmes que tu as rencontrées, elles n'étaient pas inconnues, c'étaient des témoins, et je n'ai jamais voulu que tu le saches. Les lignes dansaient devant mes yeux, tandis que je serrais le papier de toutes mes forces, les doigts pâles. Témoins, femmes disparues, gardées secrètes dans ce sous-sol, comme des souvenirs macabres de quelque chose qui n'aurait jamais dû émerger. Le claquement de la porte me sortit de ma transe. Je me levai soudainement, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Charles était là, sur le seuil, l'expression abattue, les yeux vides, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu n'aurais pas dû trouver ça ?» Sa voix était basse, presque un murmure de désespoir. « Des témoins ?» murmurai-je, la lettre tremblante dans mes mains. « Tu leur as fait du mal. » Il sembla s'effondrer devant moi, les épaules affaissées, les lèvres tremblantes. Ce n'était pas moi. Sa voix était rauque, suppliant que je le croie. J'essayais juste de mettre les choses au clair pour qu'ils ne viennent pas te chercher. Ils? Je crachai ce mot reculant d'un pas. Qui sont-ils? Je baissai les yeux comme si parler était plus dangereux que tout. Nous devons partir d'ici maintenant. Il s'avança, la main tendue, mais je reculai instinctivement, la peur se muant en colère. Dis la vérité. Je criai, la voix résonnant sur les murs comme un coup de feu. Si tu veux que je vienne avec toi, dis-moi qui sont ces gens, qui sont ces femmes. Charles s'arrêta, les yeux fermés un instant, qui sembla durer une éternité. Lorsqu'il revint à moi, une profonde tristesse habitait ses yeux bleus. Bon, si je te dis, ils nous trouveront, et alors, Magouilly, même le ciel ne suffira pas à nous sauver. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge, et avant que je puisse réagir, le bruit de pneus sur le gravier à l'extérieur rompit le silence. 3 voitures noires s'arrêtèrent devant la maison, les portières s'ouvrirent en même temps. Des hommes en manteau sombre en descendirent, le visage impassible, tandis que Charles pâlissait d'une manière que je n'avais jamais vue. Trop tard,
murmura-t-il d'une voix faible. L'horloge au mur semblait marquer les secondes plus lentement, chaque tic rappelant que rien ne serait désormais plus comme avant. Je pressai la lettre contre ma poitrine, les yeux rivés sur ces hommes qui s'avançaient sur le porche, sachant que la vérité finirait par éclater, que je le veuille ou non. Les coups frappés à la porte résonnèrent dans la maison comme un tonnerre, chaque coup plus fort et plus urgent que le précédent. Je reculai instinctivement, le dos heurtant le mur froid. Charles, au visage livide et aux yeux écarquillés, tira légèrement le rideau pour regarder la rangée de voitures noires garées dehors. « Mag, écoute-moi, » chuchota-t-il, la voix presque suppliante. « N'ouvre pas la porte, quoi qu'il arrive. S'ils entrent, tu cours, d'accord? » J'aurais dû obéir, j'aurais dû me barricader quelque part, mais mes jambes semblaient figées au sol. Je ne pouvais pas chasser de mon esprit les images du sous-sol, les photos, les robes suspendues comme des fantômes, et, pire encore, la lettre avec cette confession inachevée, froissée entre mes doigts. Le déclic de la poignée de porte coupa mes pensées. La porte céda avec un grincement prolongé, et 3 hommes entrèrent dans la pièce, remplissant l'espace d'une présence trop lourde. Le plus âgé d'entre eux, aux cheveux gris, portait un long manteau sombre, partiel. Il commandait les autres. Ses yeux balayèrent la pièce CMA, tels ceux d'un prédateur, sachant que sa proie n'a nulle part où fuir. Graham parla lentement, comme s'il s'agissait d'un jeu, mais que ça allait s'arranger. « Passons cela une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? » Charles déglutit la sueur perlant sur son front. Il leva les mains dans un geste presque pacifique, mais ses doigts tremblaient encore. « Elle n'en sait rien, » murmura-t-il d'une voix faible. « S'il vous plaît, ne la mêlez pas à ça. » L'homme au manteau sourit, un sourire froid et calculateur. « Il est déjà trop tard pour ça, n'est-ce pas? » Il fit un signe discret et les 2 autres avancèrent, poussant Charles contre le mur. Ma gorge brûla d'un cri étouffé. Mes jambes bougèrent d'elles-mêmes, mais avant que je puisse réagir, je sentis les mains fermes de l'un des hommes saisir mes épaules, m'arrachant jusqu'à la chaise la plus proche. Le bois dur blessa mon dos, mais la douleur semblait lointaine comparée à la panique oppressante qui me faisait halter. « Simplifions les choses, Madame Graham », commença l'homme au manteau en ajustant ses gants avec une calme presque cruelle. « Votre mari a quelques dettes à régler. Si vous coopérez, nous pouvons garantir qu'il ne vous arrivera rien de grave. » Ses yeux passèrent lentement de moi à Charles, qui luttait contre les 2 hommes, les poignets solidement entravés. « Non, Magouille, ne dis rien !» cria-t-il, la voix rauque de désespoir, mais le regard de l'homme retrouva le mien, froid comme la glace. « Le choix t'appartient, » dit-il, en inclinant la tête comme pour offrir un compromis raisonnable. « Soit tu parles, soit il en subit les conséquences. Et ne t'inquiète pas, on ne fera rien de trop douloureux. » Les larmes me brûlaient les yeux, ma vision brouillée entre peur et colère. Je ne savais pas ce qu'il cherchait à savoir, ni combien de temps il me restait avant que quelque chose de pire n'arrive. Mais soudain, un bruit discret brisa le silence, le fracas du métal sur le sol. Charles avait réussi à se libérer, ne serait-ce qu'un instant, et l'arme tomba de sa taille, tournoyant avant de s'arrêter devant moi. L'homme en trench-coat haussa un sourcil, son sourire disparaissant. « Eh bien, on dirait que ton mari a encore un peu de courage. » La panique me gagna. Avant de réfléchir, je me penchai, mes doigts se refermant autour de la poignée froide. Je pointais l'arme d'une main tremblante, mes bras pesant 1 tonne. « Lâchez-le !» ordonnai-je d'une voix tremblante, presque méconnaissable. Les hommes hésitèrent, les yeux rivés sur l'arme, mais le chef soupira simplement, croisant les bras. « Et alors, tu comptes faire quoi, Magui? Tirer ?» C'était de l'incrédulité pure. Mes mains tremblaient tant que mes doigts glissaient sur la détente. Le poids de la décision m'écrasait la culpabilité, martelant mes tempes. Charles, haletant, me regardait avec une expression qui brisa quelque chose en moi. Pas de peur, mais un profond regret. « Désolé, Magui, » murmura-t-il, et avant que je puisse réagir, il se jeta sur l'un des hommes, l'impact faisant reculer tout le monde. La confusion qui suivit fut un flou de cris, de pas précipités et d'objets qui tombaient.
Quand la poussière retomba, les hommes s'étaient enfuis par la porte, ne laissant derrière eux que le bruit des pneus crissant sur l'asphalte. Charles, tombé au sol, respirant avec difficulté, me regardait avec un sourire triste et mêlé, les yeux embués. « Je voulais juste te protéger, » murmura-t-il, la voix à peine audible. Je courus vers lui, tombant à genoux sur le sol froid, les larmes coulant librement. Je serrai sa main avec force, les sanglots m'échappant sans contrôle, mais son sourire pâlissait lentement, la vie s'échappant avec chaque souffle. « Pardonne-moi, Magouille !» Comment pardonner à quelqu'un qui a tout détruit? Comment pardonner à celui qui avait caché tant de mensonges, tant d'horreurs dans le sous-sol de la maison? Sa main se relâcha, ses yeux bleus se fermant doucement. La dernière chose que j'ai entendue a été le tic-tac incessant de l'horloge sur le mur, comptant les secondes d'un silence que je ne pourrais jamais combler. Après cette nuit où Charles est mort dans mes bras, la maison de la rue Magnolia semblait encore plus sombre, comme si les secrets qu'elle renfermait étaient devenus plus lourds. La police a posé des questions rapides, a emporté le corps et a classé l'affaire comme un simple règlement de compte lié à de vieilles dettes. Mais rien n'expliquait les photos dans le sous-sol, les vêtements de femmes disparues et surtout le murmure que j'avais entendu derrière cette petite porte cachée. Je savais que je devais y retourner, que je devais découvrir la vérité avant qu'elle ne meure, avec Charles. Par un matin gris, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner contre les murs, je suis descendue au sous-sol pour la dernière fois. La petite porte était toujours entrebâillée, comme une invitation macabre. La lampe tremblait dans mes mains tandis que j'avançais lentement, mes pas résonnant sur le sol froid en béton. Ce n'est que lorsque j'ai entendu à nouveau un gémissement faible, presque imperceptible, que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Derrière des barres rouillées dans un coin sombre du sous-sol, il y avait une cellule improvisée avec des barres de métal grossièrement soudées et là-dedans, enchaîné par les poignets, un homme, la peau pâle, le visage dissimulé sous des cheveux en bataille, les vêtements couverts de poussière. Mais ses yeux profonds et effrayés ont croisé les miens avec une urgence désespérée. « Tu dois sortir d'ici !» La voix était rauque, hésitante, comme si chaque mot demandait un effort énorme. Mon cœur s'est figé. C'était André, le frère jumeau de Charles, mais son expression ne montrait aucune menace. C'était de la pure terreur. « Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?» La question est sortie en murmure tremblant, mes doigts serrant la lampe comme si c'était la seule encre à la réalité. André a fermé les yeux, le visage marqué par la douleur. « Charles, il m'a enfermé ici il y a des années. Il a dit que c'était pour me protéger. » Mais sa voix affaiblie, presque en sanglots. Il voulait m'utiliser. Les hommes dans les voitures noires, ceux qui ont tué Charles. La réalité m'est tombée dessus comme un coup de tonnerre. Ils étaient après toi? Ma voix est sortie basse, les yeux écarquillés. André a lentement hoché la tête, les poignets meurtris par les chaînes. Charlie en savait trop, murmura-t-il, le regard vide. Notre père faisait partie de ça. Un cercle, ils utilisaient la fortune de la famille pour financer des affaires louches. Quand notre père est mort, ils ont essayé de me forcer à continuer. J'ai essayé de tout révéler. Mais Charles, sa voix s'est à nouveau brisée, ses yeux se remplissant de larmes amères. Charles disait que c'était trop dangereux, qu'il tuerait quiconque savait la vérité. Alors il m'a enfermé ici. Le choc m'a fait reculer d'un pas, mon dos heurtant le mur froid. Charles ne protégeait pas son frère, il se protégeait lui-même. Si les hommes du cercle découvraient qu'André était encore en vie et connaissaient leurs secrets, ils tueraient tout le monde. Les femmes du sous-sol n'ont pas été tuées par André, mais pour couvrir les agissements du cercle et l'influence des Graham. Les hommes dans les voitures noires n'étaient pas complices d'André. Ils étaient les bourreaux envoyés par le cercle pour éliminer toute trace pouvant révéler leurs crimes. Ils ont tué Charles parce qu'il en savait trop. Et maintenant, s'ils retrouvaient André, ils vont revenir, Magui, tu dois fuir, murmura André, les yeux écarquillés. Ils ne peuvent pas savoir que je suis en vie. Mes mains tremblaient tellement que la lanterne faillit tomber.
Il n'y avait pas une seconde à perdre. J'ai cherché un outil sur les étagères, n'importe quoi pour couper les chaînes, mais les pas venant de l'étage ont interrompu mes pensées. Des pas lourds, froids, résonnant lentement. « André, » murmura une voix, presque un souffle, « s'il te plaît, pars. » La peur semblait figer mes jambes, mais quelque chose de plus fort m'a fait rester. J'ai trouvé un pied de biche parmi les vieux outils, mes doigts encore moites, et j'ai commencé à forcer les chaînes de toutes mes forces. Le métal a grincé, un craquement qui déchira le lourd silence. « Allez, sortons d'ici !» ai-je murmuré, la voix tremblante, les yeux rivés sur ceux d'André. Le cadenas a finalement cédé, tombant avec un fracas sec. André est sorti de la cellule en titubant, les genoux fléchissants, et je l'ai soutenu du mieux que j'ai pu. Les pas se précipitaient dans le couloir étroit, mais avant que nous puissions atteindre l'escalier, la porte du sous-sol s'est ouverte avec fracas. Des hommes en manteau, visages dans l'ombre, les mêmes qui avaient tué Charles. Le chef s'est approché lentement, les yeux brillants sous la faible lumière. « Eh bien, alors, c'est ici que le dernier Graham se cache. » Sa voix était basse, presque moqueuse. « Ça va être plus facile que prévu. » Le désespoir a éclaté dans ma poitrine, mes yeux passant d'André aux hommes armés. Il n'y avait aucune issue, aucun pardon, mais dans un élan désespéré, j'ai poussé André en arrière, mes pieds cherchant n'importe quel objet pouvant servir d'arme, n'importe quoi pour gagner du temps. Les mots de Charles résonnaient dans ma tête. « Fuis, ne fais confiance à personne. » Les balles déchiraient l'air sèche et violente. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les yeux d'André écarquillés d'horreur, tandis que le sang s'écoulait sur le sol en béton. Après cette nuit terrible dans la maison de la rue Magnolia, je pensais que je ne reverrais jamais la lumière du jour. Mais d'une manière ou d'une autre, André et moi avons survécu. Les hommes s'étaient éloignés, convaincus d'avoir réduit au silence tous les secrets. André était blessé, mais vivant, et ensemble, nous avons réussi à quitter cette maison maudite. Dans les jours qui ont suivi, j'ai brûlé des lettres, des photos et tout ce qui restait des péchés de cette famille, pas pour dissimuler, mais pour enfin tourner la page. J'ai remis à la police une lettre racontant tout ce que je savais, comme un dernier acte de justice pour les femmes qui avaient perdu la vie dans le silence. Puis, je suis partie pour une nouvelle ville où personne ne connaissait mon nom. Avec le temps, j'ai trouvé un emploi simple et peu à peu, les ombres se sont éloignées. La vie n'a jamais été la même, mais j'ai appris que survivre est un acte de courage. Les cicatrices sont restées, mais chaque aube semblait une nouvelle chance de recommencer. La maison de la rue Magnolia a été démolie des années plus tard, emportant avec elle toutes les horreurs qu'elle contenait. Le cercle des hommes influents s'est dissous et, d'une certaine manière, la justice est arrivée. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que la vérité peut faire mal, mais elle libère aussi. Et tant qu'il y aura un nouveau lever de soleil, il y aura toujours de l'espoir. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire d'où vous regardez.